Dominique Hérissou, Alain Soriano, Marie Montels, Éric Piludu, Claire Villeneuve, Christian Perrault, Anne Dubié, j'ai un pouvoir pour Alain Soriano, Thierry Vaugelard, Dany Porte, Lassène Baazis, Martine Mostardi, Monique Guille, Martine Violette, Squacina Laurent, j'ai un pouvoir pour Éric Piludu, Philippe Issard, Isabelle Beauvais, Thierry Baudy, Corinne Darmani, Christelle Palis, David Amalric, Daniel Ribes, Arnaud Elgoyen, j'ai un pouvoir pour Marie Montels, Gabriel Caramusa, Jean Bataillou, Agnès Méroni, j'ai un pouvoir pour Gabriel Caramusa, Alice Gautreau, j'ai un pouvoir pour Monsieur Aguerre, Jean-Marc Aguerre, Dominique Boyer et Monsieur Domenech qui viennent de s'excuser, qui ne pourra pas être présent. Je vous donne les pouvoirs. Donc on va passer à l'approbation des PV des séances des conseils municipaux des 30 mars et 15 avril 2021. Donc, non, d'abord le secrétaire de séance, pardon. Secrétaire de séance, Philippe Issard. Donc, où c'est que j'ai mis mes papiers ? Bon, j'ai pas pris mes papiers. Donc, oui, alors, dans l'approbation des PV, donc qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc on va passer au compte rendu des conseils d'administration du CCAS du 30 mars et du 21 avril 2021. C'est Philippe Issard. Bonsoir. Donc je vais vous faire un résumé bref des deux comptes rendus. Donc le 31 mars, tout d'abord, nous avons enregistré la démission de Madame Josette Monteil qui, pour des raisons personnelles, s'est retirée du CA du CCAS. Comme le règlement intérieur le prévoit, Madame le maire a lancé un appel pour pourvoir à son remplacement et le nom de sa remplaçante vous sera donné dans les prochains comptes rendus. Pour ce qui est du déroulement du CA, donc c'était surtout axé sur les comptes de gestion du CCAS et du SAD qui ont été approuvés, ainsi que le compte administratif du CCAS et celui du SAD. Ensuite, nous avons tenu, comme cela nous est demandé, pour toutes les communes de plus de 3500 habitants, le débat d'orientation budgétaire, avec cette année, en restant succinct, un accent sur la résidence sociale, le remplacement des véhicules de livraison de repas, et pour ce qui est du SAD, on s'axe sur la déprécarisation des contrats des agents sociaux qui, comme l'ensemble de cette profession, sont dans des... C'est vrai que d'avoir 5 jours, bon, en plus on a eu un conseil d'agglo hier, donc avec une somme de documents aussi très importante mais je comprends, mais... à regarder. Donc je vous demanderai, voilà, une fois de plus, je mets l'accent là-dessus. Je comprends, on fait au mieux, mais des fois, bon voilà, c'est un peu difficile. Donc on va passer tout d'abord à la proposition de délibération relative à la demande de subvention pour l'entretien des menuiseries de l'hôtel de Polo. Monsieur Tranier. Au niveau des finances de ce conseil municipal. Suite à la réparation des menuiseries de l'hôtel de Polo, l'édifice inscrit au document des sites historiques, il propose au conseil municipal de solliciter le demande de subvention le meilleur taux possible auprès de l'État, à DRAC, pour la réparation des volets et la remise en peinture sur le plan suivant. Sur le plan de financement suivant, pardon. Donc, au montant de l'opération, 6 520 € hors taxe. Subvention demandée à l'État 20%, 1 304 €. Ville de Gaillac, 30%, 5 216 €.
Il y a certainement une petite anomalie. La ville de Gaillac, c'est 70%. Donc les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021. Est-ce que vous avez des questions? Voilà, je signalerai juste. 1%, je suppose, la C'est ça, participation de Gaillac. 80%. Hein. Oui, ça me... La somme est exacte, c'est le pourcentage. Voilà. Donc, oui, c'est de l'entretien, c'est pour ça qu'il y a une majorité de... Voilà, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxièmement, modification de la délibération du 30 mars 2021 relative à la demande de suite à une actualisation des possibilités de participation des partenaires institutionnels. Il est proposé qu'on ait 60%, 31 265 €. Cela fait bien 100% de l'opération. Des crédits. Je suis très impressionnée du travail qu'ils font. Maintenant, il faut qu'on se situe en termes de collectivité. On est des représentants de l'État. Et ce sont des enfants qui ne sont même pas reconnus par le département. Donc, on s'est posé la question de savoir quelle cohérence et par rapport à la... voilà, on pouvait avoir et se positionner d'accompagnement, puisque ce sont des mineurs isolés, mais non reconnus par le département, en fait, qui sont en démarche de demande pour... voilà. Et du coup, ils ne sont même pas non plus reconnus par l'ASE. Ils ne sont pas en foyer qui sont référencés par l'ASE. Et ils sont en démarche pour avoir... Ils ne sont pas pris en charge par le département, puisque le département les a déclarés majeurs. Donc, il y a un recours... Non, pas tous. Il y a des mineurs. Il y a un recours possible. Donc bon, c'est bénévole, parce que ce ne sont que des bénévoles qui travaillent pour cette association. Me semble-t-il, mérite qu'on les aide. Tout à fait, c'est pour ça qu'on peut inciter les gens individuels, ou vous-même si vous voulez, faire un don à cette association, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, nous ne sommes pas mécénats, c'est un service. Il s'agit d'aider une association qui fait de la solidarité. Et faites-le, à titre personnel, il n'y a aucun problème, mais nous sommes des représentants de l'État, et à ce titre-là, on s'est posé la question quelle déontologie on devait avoir, puisqu'ils ne sont pas reconnus par le département. D'ailleurs, ils n'ont pas eu de subvention non plus du département. Ouais, voilà. Je suis quand même très très déçu de votre dernier argument, quoi, parce que c'est quand même assez incroyable de répondre ça, quoi. Donc on ne mise que sur la charité et non pas la solidarité qui est due. Je veux dire, si ces jeunes étaient livrés à eux-mêmes, vous les auriez dans les rues de Gaillac. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mais tout à fait, mais donc, sauf que nous aujourd'hui on se situe. Mais oui, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais moi, Christelle Hardy, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, en tant qu'adjointe au sport et en tant que représentante de la mairie et par rapport à une décision de collectivité territoriale, il faut aussi qu'on sache aussi, voilà, je vais laisser. Je sais que Philippe Issard l'a rencontré également. Il gère le social, il pourra aussi apporter un complément d'information. Mais on s'est posé la question à Madame le maire, c'est pour ça qu'on a voulu les rencontrer, on les a rencontrés la semaine dernière, ils n'ont pas la reconnaissance d'utilité publique, ils n'ont pas d'accompagnement du département. Voilà, mais c'est vrai qu'ils font un super travail et ça je le souligne vraiment en tant que personne. Voilà. On décide de ne pas les aider. Mais c'est pour ça que si vous voulez le faire ou si les gens qui écoutent veulent le faire avec... voilà, il n'y a pas de souci. On ne parle pas de charité à titre personnel. C'est pas de la charité. C'est moche de faire de dire... C'est moche de dire que c'est la charité. C'est moche de dire que c'est la charité. Je pense que ces gens-là, ils ne font pas de la charité. Ça vient dans leur tripes. Vous me dites, si vous voulez les aider, faites un don. Mais je peux le faire, effectivement. Mais oui, mais c'est pas de la charité. C'est pas donner 1 euro à quelqu'un qui est au bord de la route. C'est pas faire de la charité. C'est comme on fait un don à une association, et c'est pas de la charité quand on accompagne une association qu'on fait un don. C'est moche de dire ça. C'est un accompagnement. C'est ce que vous dites, madame. Non, moi j'ai pas utilisé tes termes, c'est vous qui avez utilisé le terme de charité. Mais on s'en remet. Le terme de charité, monsieur Caramusa, c'est vous qui l'avez employé. La charité individuelle. Je n'ai pas utilisé le terme de charité, monsieur Caramusa, c'est vous qui l'avez employé, vous détournez du coup mes propos, c'est très moche. Bon, Philippe, je laisse parler Philippe. Monsieur Caramusa, si vous voulez, je vais vous amener quelques éléments, parce qu'effectivement, j'ai été amené à connaître entre deux via Alice Notro, qui malheureusement n'est pas là ce soir, mais elle pourrait vous le confirmer, au cours d'un conseil d'administration du CCAS. Les associations caritatives se sont émues de soucis qu'ils avaient avec les bénéficiaires d'entre deux, les mineurs isolés, déboutés par l'État pour le moment, mais en procédure pour retrouver leur minorité, pour certains peut-être.
Et donc Alice Gautreau nous a présenté l'association parce que les mineurs viennent demander de l'aide, effectivement alimentaire, auprès des associations caritatives qui rencontraient pas mal de problèmes quand ils voulaient distribuer l'aide, les mineurs n'étaient pas là, ou venaient en désordre, n'étaient pas accompagnés de majeurs, donc de bénévoles, et étaient un peu livrés à eux-mêmes. Donc on a eu une première présentation à cette occasion-là. Effectivement, Alice Gautreau a reconnu qu'il y avait à formaliser cette association pour qu'elle puisse fonctionner correctement et sans risque pour les enfants. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ces mineurs sont hébergés dans des familles, par 4 ou 5, quelquefois chez des gens qui sont vraiment très généreux parce qu'ils arrivent à héberger et à nourrir des gens en étant seulement bénéficiaires eux-mêmes du RSA. Donc c'est vraiment une situation très précaire. Le reste est hébergé dans un logement 8 rue Grand-Côte qui n'est pas conforme, qui est vétuste et où ils ne sont toujours pas encadrés. Alors, la connaissance de ces mineurs est importante pour moi, parce qu'ils sont d'ethnie, de religion et d'origines différentes. Ils ont vécu des choses, ils ont eu des conflits ethniques, des conflits religieux. On les met ensemble dans une maison, seuls, avec leurs coutumes, avec leur mode de vie. C'est pas raisonnable. Autre point. L'association est soutenue par une association ou entreprise, parce qu'on est entre les deux, d'agriculture solidaire, Vaux-Cadalin, qui est situé à Cadalin, et qui emploie ces mineurs sans contrat de travail, sans aucun statut, donc un travail illégal, pour produire de la nourriture, des fruits et des légumes, et les revendre ensuite. Peut-être au bénéfice de l'association, entre deux partiellement, mais pas uniquement. Ça pose un nouveau problème. Donc tous ces faits, et j'en ai d'autres, nous conduisent à prendre la position qu'a prise Madame le maire pour respecter le droit français. Si la situation de l'association s'améliore, elle a l'oreille de Martine Souquet et la position sera peut-être revue. Voilà, bon, on va voter donc pour ce tableau de répartition des subventions. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Alors, 2 abstentions. Je vous remercie. Travaux de mise en conformité de l'hôtel de ville, demande de subvention. Madame le maire informe l'Assemblée que les travaux de mise en conformité de l'hôtel de ville vont être réalisés dans les prochains mois. Il s'agit d'une part des travaux de réfection de la toiture et d'autre part des travaux de mise en sécurité incendie du bâtiment. Le montant estimatif de la dépense s'élève à 256 869 € hors taxe. Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter une aide financière auprès de l'État, DETR, et d'adopter le plan de financement suivant. Donc nous avons un montant de l'opération de 156 869, l'État 50%, 128 434, et la ville de Gaillac, l'autofinancement, 128 435. Je tiens à préciser dans les travaux, le coût de l'estimation des travaux, que les travaux s'élèvent à 234 639, dont mise en sécurité électrique pour 95 036 et réfection de la toiture 139 603 €. Madame le maire, si vous voulez bien faire donc, voter. Vous avez des questions? Non? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Décision modificative numéro 1 du budget principal, Pierre. Décision modificative numéro 1, budget principal. Il est proposé au conseil municipal la décision modificative suivante. En fonctionnement, donc augmentation des crédits de 20 000 €, attribution de compensation. Augmentation de crédit en recettes, 170 000 €, attribution de compensation. Ces attributions de compensation correspondent à la régularisation des accès de voirie au titre de l'AGLO et la régularisation accès de voirie 170 000, ce qui nous fait un excédent de 150 000 € qui permet qui sont virés aux investissements
En ce qui concerne les investissements, nous avons attribution de compensation d'investissement de 150 000 euros, l'installation sportive 210 000 euros, quai Saint-Jacques 12 000, acquisition matériel divers 64 000, avec un prélèvement sur les dépenses imprévues de 35 188. Je rappelle qu'au budget 2021, nous avons prévu plus de 248 000 de dépenses imprévues. En ce qui concerne les recettes, donc comme je disais tout à l'heure, le virement de la section de fonctionnement 150 000 euros, subvention de l'État 200 000 euros, qui correspondent au prorata de subvention des SIL de la piscine, 40 391 euros qui est les subventions d'études rénovation intérieure à l'abbatiale, 10 421 euros qui sont des subventions entretien toiture abbaye Saint-Michel. Donc ça nous fait un total d'investissement de dépenses recettes de 400 812 euros. Y a-t-il des questions? Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Une admission en non-valeur. Admission en non-valeur. Donc Madame le maire informe l'Assemblée que la trésorerie de Gaillac a établi une liste de produits qui, malgré les relances et les poursuites, sont devenus irrécouvrables, dont le montant s'élève à 2 068,75, avec la plus importante dette non recouvrée s'élève à 800 euros. Il y en a d'autres à 77 euros, 765 euros, 80 euros et 22 euros. Donc vous est proposé au conseil municipal d'admettre en non-valeur ces produits irrécouvrables. Un mandat sera émis au compte 6541. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Festival du livre, prise en charge des dépenses et recettes. Peut-être Alain. Oui, il s'agit, comme chaque année, bien sûr, de voter la prise en charge des dépenses et recettes pour le Festival du livre, et en particulier pour des opérations qui sont particulières à ce type d'événement. Donc, d'autoriser le paiement de toutes les dépenses pour la manifestation, et en particulièrement les frais de déplacement, d'hébergement, d'intervention, etc., etc., et d'autoriser l'encaissement des recettes des différents sponsors. Madame la maire, voilà, si vous voulez bien faire voter. Comme chaque année, donc qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La saison culturelle 2021-2022, nouvelle tarification des spectacles de la scène nationale d'Albi, encaissement et reversement des recettes, c'est Alain toujours. Oui, même chose, à savoir que quand il y a un changement de tarif de la scène nationale avec qui nous avons un partenariat, vous le savez, bien, il y a lieu, bien sûr, de voter les nouveaux tarifs. Vous avez là les nouveaux tarifs, adultes 10 euros, etc., etc., vous les avez vus. Donc, allez-y, Madame le maire. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Maintenant, on va passer à la commaîtrise d'ouvrage pour la réalisation des travaux d'aménagement des espaces publics du quartier de l'Intajou, avenant numéro 1 à la Convention. Donc, vous le savez, les travaux d'aménagement des espaces publics du quartier de l'Intajou sont pris 50-50 communautés d'agglomération et communes de Gaillac. Cependant, les règlements d'intervention des aides publiques nécessitent d'identifier un seul bénéficiaire pour ce même dossier. Donc voilà, il a été décidé que c'est la communauté d'agglomération qui réglera par conséquent la totalité des factures, qui encaissera les subventions et la part résiduelle de la ville de Gaillac. Et ensuite, la ville de Gaillac, bien sûr, voilà. Donc je vous propose d'approuver cet avenant, voilà, et de me permettre de signer toutes les pièces nécessaires. Voilà, si vous n'avez pas de questions, qui vote contre, qui s'abstient, je vous remercie. Maintenant, on va passer au transfert partiel des résultats des budgets annexes eau et assainissement collectif à la communauté d'agglomération Gaillac-Rouillé. C'est Pierre? Oui, c'est moi qui vais le présenter. Donc, je vous fais grâce des arrêtés préfectoraux et des différents articles de loi et rappeler l'exposé des motifs. Donc, au 1er janvier 2020, la communauté d'agglomération est devenue compétente au terme des lois et des articles submentionnés en matière d'eau potable et d'assainissement collectif. Le transfert des compétences a entraîné la dissolution des budgets annexes communaux ou pour ceux ne disposaient pas de comptabilité annexe, de la simple interdiction de poursuivre les écritures comptables dans les compétences concernées. En conséquence, l'actif et le passif concernés par les compétences transférées des budgets communaux ont été transférés à la communauté d'agglo. L'ensemble des immobilisations et contrats sont désormais détenus et exercés par la communauté d'agglo.
Toutefois, le domaine de l'eau et l'assainissement constitue un cas particulier puisque soumis au principe d'équilibre financier qui nécessite l'individualisation des dépenses et des recettes au sein d'un budget autonome, assorti de l'impossibilité de financement par le budget principal. De ce fait, les résultats budgétaires peuvent être aisément identifiés et transférés en tout ou partie à la communauté d'agglo désormais compétente. Les impayés éventuels étant restés dans les restes à recouvrer communaux, un transfert intégral du résultat devrait intégrer cette correction opérée sur le budget principal communal. Donc je rappelle, en 2019, le compte de gestion de l'eau potable faisait apparaître des soldes suivants, dont un solde du budget à 258 723,23, l'assainissement collectif à 250 280,58. En 2020, les budgets communautaires eau et assainissement ont géré les écritures comptables en assurant par la comptabilité analytique des équilibres par commune. Vous avez donc, pour Gaillac, les résultats sont les suivants. Et donc, ce que nous avons constaté, c'est la trésorerie qui a souhaité que la mairie encaisse le solde des surtaxes de 2019 versées en 2020. Fait générateur, bien sûr, 2019. Toutes ces sommes ont engendré un déficit sur le budget de l'agglo. En conséquence, la mairie doit le reverser à l'agglo afin de répartir sur les bases saisies au 1er janvier 2021. Je rappelle qu'au titre du budget 2021, nous avions budgété 250 000 € et eau potable et assainissement. Donc on se retrouve avec un solde de budget en 2020 de moins 88 557. À l'assainissement collectif, 147 108. Donc, nous avons proposé le transfert partiel d'excédent de la compétence assainissement collectif à hauteur de 147 108 et la compétence eau potable à hauteur de 88 557. Les résultats supplémentaires seront conservés sur le budget principal de la commune. Dans le schéma d'écriture comptable est le suivant: transfert d'excédent de fonctionnement 88 557 et 147 108 en 678 pour la commune et 778 pour la communauté d'agglo. Dans le transfert d'excédent d'investissement, 0, donc en compte 1068 communes, identique la réciprocité pour la communauté d'agglomération. Donc, Madame le maire vous demande d'approuver le transfert partiel d'excédent relatif aux compétences d'assainissement et eau potable à la commune vers la communauté d'agglo, à hauteur, bien sûr, dont je répète, 147 108 et 88 557 €. C'était pour mettre un terme aux écritures comptables de l'année 2019 avec les différentes opérations qui s'étaient passées en 2020 et que nous avions constatées dans le budget de 2021. Est-ce que vous avez des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. On va passer à l'urbanisme avec la convention de servitude commune pour Enedis, avenue Aspirant-Buffet, Dominique Irissou. Donc Enedis sollicite la commune pour la constitution sur les parcelles communales cadastrées section LX 241-306 d'une servitude donc de avenue Aspirant-Buffet pour faire passer une canalisation souterraine sur une longueur de 30 mètres. Donc tous les frais, droits et émoluments seront supportés par Enedis. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Opération façade, subvention à M. Verdier Yannick. Donc, Madame le maire rappelle à l'Assemblée que par délibération, donc en date du 26 janvier 2017, a instauré le financement des travaux de restauration de façade. Donc, ça a été modifié le 27 mars 2019. Donc, dans le cadre de l'opération précitée, M. Yannick Verdier donc, a restauré donc, la façade au 35 rue Gobil à Gaillac. La facture a été acquittée le 22 juillet 2020. L'attestation de non-contestation de la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été délivrée le 1er février 2021. Le montant des travaux recevables s'élève à 5 144,82 € hors taxe. Donc, ce qui fait qu'un montant de subvention de 1 543,45 €. Voilà, qui est contre? Voilà. Vas-y, qui s'abstient? Merci. Merci. Acquisition d'une parcelle pour l'élargissement du chemin des Alouettes. Donc, suite à la délivrance donc, le 7/08/2020 du permis de construire autorisant la société Les Villas de Mathilde, représentée par M. Souza, à construire un groupe de 24 habitations,
donc sur la parcelle NI 16. Donc il y avait un emplacement réservé, donc la commune se propose donc de reprendre l'emplacement réservé numéro 34 dédié à la voie circulée inscrite au PLU en vigueur. Donc la commune donc, se porte acquéreur. Donc cette acquisition s'effectue à l'euro symbolique et les frais de notaire seront à la charge de la commune. Voilà. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. L'acquisition d'une habitation 1 rue François Arago. Donc il s'agit d'une délibération d'intention. Donc la commune envisage l'acquisition d'une maison d'habitation ou 1 rue François Arago sur la section LY numéro 24 petit p, excluant la partie du hangar existant. Donc pour une superficie de 1040 mètres carrés. Donc l'état d'entretien est moyen et nécessite des travaux de rénovation. Un plan de division sommaire a été établi par SARL Axiap, géomètre à Gaillac. Donc l'acquisition projetée s'inscrit dans le cadre de l'opération de rénovation du quartier de l'Antajou et en particulier le relogement des locataires de l'habitation au 69 avenue Aspirant-Buffet destinée à la démolition. Une consultation donc a été faite par les domaines. L'avis des domaines en date du 4/05/2020 estime la valeur vénale de ce bien à 150 000 € avec une marge d'appréciation de 10%. Donc la proposition d'achat de la commune a été acceptée le 22 avril 2021 par les propriétaires en indivision d'Elpech Carrière pour un montant de 165 000 €, donc 10 000 € de frais d'agence. Les frais de notaire à cette acquisition seront supportés par la commune et les frais de bornage pour division avant la vente seront à la charge des vendeurs. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui. Monsieur Boyer. Bonsoir à toutes et à tous. Concernant l'accord par rapport au 69 avenue Aspirant-Buffet, c'est ça? Oui. Les gens ont visité la maison, comment ça s'est passé? Non, on n'en est pas encore là. C'est juste une délibération d'intention, on n'en est pas là. D'accord. Voilà. Monsieur Aguerre? Non, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas non plus. On m'entend? Oui, une petite question, juste, les locataires sont des locataires HLM du 69 Aspirant-Buffet? Non, c'est la maison. C'est privé. C'est la maison. C'est privé, donc la mairie devient bailleur, quoi. Donc on va gérer les relations avec les locataires. C'est-à-dire qu'il va y avoir, exactement sur le même modèle qui avait été fait à la maison qui avait à côté, il va y avoir un échange avec cette maison qui appartient à une personne, à un propriétaire privé, oui, avec une autre maison, exactement pareil que pour l'autre maison. Et ensuite, donc, ces gens deviendront nos locataires. D'accord. Voilà. La maison qui a été détruite à côté de l'école. Exactement, ça s'était très bien passé et c'est pour ça qu'on avait refait ce modèle-là. Voilà. La question subsidiaire, c'était pourquoi le bailleur HLM ne s'est pas saisi de l'affaire? C'est pas faute d'avoir essayé. Ils sont radins à Tarn Habitat. Hein. Il va falloir lire des bons conseillers départementaux pour investir dans le logement social sur Gaillac. Voilà. Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous en avons fini pour l'URBA. Donc maintenant, on va passer aux ressources humaines avec une délibération portant sur la durée du temps de travail, des cycles de travail et l'attribution des jours de RTT. Les jours de RTT, merci. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, je vous ferai grâce des autres articles, et vu la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, article 47, vu l'avis du comité technique en date du 10 juin 2021. Considérant ce qui suit, la définition, la durée et l'aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l'organe délibérant après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence appelées cycles de travail. Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes de l'accomplissement du temps de travail dès lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation sont respectées. La durée annuelle et légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures, calculée de la façon suivante. Vous avez dans le détail quand on arrive à 1607 heures.
en précisant que la durée quotidienne du travail d'un agent ne peut excéder 10 heures. Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que les agents ne bénéficient d'une pause de la durée doit être au minimum de 20 minutes. L'amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures. Les agents doivent bénéficier d'un repos journalier de 11 heures au minimum. Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures par semaine, ni 44 heures en moyenne sur le période de 2 semaines consécutives. Les agents doivent disposer d'un repos hebdomadaire d'une durée d'au moins égale à 35 heures, comprenant en principe le dimanche. Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c'est-à-dire que la durée annuelle de travail dépasse 1607 heures, des jours d'aménagement de réduction du temps de travail sont accordés afin que la durée annuelle de travail effectif soit conforme à la durée annuelle de 1607 heures. Voilà, je tiens à préciser aussi que pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours de RTT est proratisé à hauteur de leur quantité de travail. Madame le maire propose au conseil municipal les articles suivants. Article 1. La durée annuelle du temps de travail au sein de la collectivité de Gaillac et au centre communal d'action sociale est fixée à 1607 heures. Article 2. Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, les services sont soumis au cycle de travail suivant. Vous avez donc le détail des services et le cycle de travail. Article 3. La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence de Madame le maire dans le respect des cycles définis par la présente délibération. Article 4. Le règlement intérieur de la collectivité inhérent au personnel sera actualisé afin d'intégrer la durée annuelle du temps de travail 1607 heures. Et article 5. En cas d'absence de l'argent entraînant une réduction des jours à RTT, ces jours seront défalqués au terme de l'année civile de référence. Dans l'hypothèse où le nombre de jours à RTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours accordé au titre de l'année civile, la réduction s'effectuera sur l'année N+1. En cas de mobilité, le solde de tout compte doit être communiqué à l'agent concerné. Voilà, je rappelle donc l'avis du comité technique du 10 juin 2021 qui a approuvé cette délibération. Est-ce que vous avez des questions, Monsieur Boyer? Oui, je vois que le cycle de travail de la police n'est pas le même que le cycle de travail de tous les autres. Est-ce qu'il y a une raison à ça? C'est l'organisation du service qui voulait ça. D'accord. Moi, pour ma part, en tout cas, je ne voterai pas contre, puisque c'est la loi. J'allais le dire, voilà. La loi. Mais par contre, je m'abstiendrai. Oui, moi j'ai une question. Je connais assez bien le dossier, comme tout le monde, hélas. Pourquoi ça revient sur le tapis, cette affaire? Parce que les 1107 heures ont été adoptées il y a plusieurs années, et je ne sais pas pourquoi, enfin, il me manque un élément, une information. Pourquoi ça ressurgit? Est-ce qu'il y a eu... il y a eu quoi parce que je crois qu'il y avait une délibération les années 2012, à l'époque il y avait eu une grève et tout, donc c'était 1107 heures. Je vous ai rappelé la loi du 6 août 2019, je ne parle pas de 2012, premièrement. Oui. Deuxièmement, c'est à compter du 1er janvier 2022 que c'est devenu obligatoire. Voilà. Donc, c'est la loi, on n'est pas là pour discuter si on est pour ou on est contre. La loi, c'est la loi, c'est tout. Non, Monsieur Tranier, je cherchais juste à comprendre. Ah oui, donc maintenant c'est devenu une loi. Oui. Ok, c'est devenu, d'accord. Parce qu'en fait, il n'y a plus de régime dérogatoire. D'accord. Donc, à partir du 1er janvier 2022, on est obligé d'appliquer les 1607 heures. On est d'accord, donc c'est devenu une obligation légale. C'est l'évolution qui m'avait échappé. Voilà. Merci Monsieur Tranier. Merci Madame la maire. De rien. Donc, qui vote contre? Madame le maire, juste, est-ce que vous pourriez rappeler, parce que je ne l'ai pas vu dans la délibération, donc moi je le sais, puisque j'ai participé au comité technique, mais est-ce que vous pourriez informer l'Assemblée, donc ce que ça représente en fait en travail supplémentaire et en fait, qu'est-ce que vont perdre les agents, voilà, pour que tout le monde soit, au courant de ce que ça représente. Ils avaient un petit peu la journée du maire qu'on appelait, enfin, ils avaient un jour et demi, c'est ça, hein, un jour de congé exceptionnel qui était la journée du maire. En fait, ils vont perdre ça, c'est tout. Un jour et demi. Ils vont perdre un jour et demi sur l'année. De congé exceptionnel, voilà. Sur l'année. Sur l'année, oui. Donc, et est-ce que vous pourriez aussi former l'Assemblée de ce qui a été négocié, non pas en termes de compensation, hein, mais qu'est-ce qu'ont donné les discussions avec les organisations syndicales sur
des contreparties, on peut l'appeler comme ça. Des contreparties, on n'a pas donné de contrepartie. On n'a pas donné de contrepartie, on a fait le dialogue social, c'est tout. Donc je pense que le dialogue social permet justement avec on a fait le dialogue social, c'est tout. Avec les syndicats. Je crois que d'ailleurs vous avez voté pour, pour monsieur Caramusa. C'était en comité technique. Moi, je connais le contenu, effectivement, mais c'est simplement pour que ce soit, pour qu'il y ait une information au niveau de l'Assemblée. Il y a eu le dialogue social, voilà, c'est tout. Il n'y a pas eu de compensation particulière. Bon, donc qui vote contre? Qui s'abstient? 2 abstentions. Merci. Ensuite, une délibération autorisant le recrutement d'un agent contractuel sur emploi... Non, oui, c'est ça. Pour faire face à des besoins... D'un emploi non permanent pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité. Voilà. Donc, considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité, il vous est proposé... Donc, dans la page suivante, donc, au service CTM Voirie, un agent de maîtrise pour une durée de travail d'un mois, 35 heures semaine. Donc, Madame le maire propose au conseiller d'approuver le recrutement de cet agent contractuel dans le cadre présenté dans le tableau ci-dessus pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d'activité. Qui vote contre? Qui s'abstient? 1 abstention. Merci. Et ensuite... création et suppression d'emplois permanents. Pardon, excusez-moi, Madame la maire. Concernant la durée du contrat de travail de mois, on fait appel à une agence d'intérim ou Non, c'est une personne que l'on connaissait, un ancien agent qui va venir aider. D'accord. Merci. C'est pour aider au niveau de l'épareuse. Voilà. Juste, Madame le maire, j'ai la procuration de Madame Méroni, donc qui s'abstient aussi. Hein, voilà, ça fait deux abstentions, oui. Pour les autres délibérations, idem. Ouais. Vous l'avez noté, ça? William, vous l'avez noté? Oui, merci. Donc, création et suppression d'emplois permanents. Création et suppression d'emplois permanents. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le tableau des emplois, considérant la nécessité de maintenir le bon fonctionnement de l'ensemble des services municipaux, considérant qu'il convient d'assurer le déroulement des carrières des agents municipaux en application des règles statutaires en vigueur, considérant qu'il convient d'ajuster les grades statutaires aux emplois pourvus, Madame le maire informe l'Assemblée que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés et supprimés par l'organe délibérant de la collectivité et de l'établissement. Donc, Madame le maire propose à l'Assemblée, premièrement, tableau récapitulatif de création d'emplois permanents. Dans la police municipale, un agent de police municipale, gardien, brigadier, temps non complet, 20-35e. Un autre à la police municipale, agent de police municipale, donc temps complet, agent technique principal, 2e classe. Ensuite, nous avons donc la police municipale, donc gardien, brigadier, changement de grade. Pour le développement urbain, agent d'accueil, pareil, agent administratif, changement de grade. Propreté urbaine, agent de propreté manuelle, adjoint technique, changement de grade. Service culture, chef de service, adjoint administratif, changement de grade. Et service culture, coordinateur projet littéraire, adjoint administratif, changement de grade. Voilà pour le premier tableau. Le second tableau, donc, vous avez un tableau récapitulatif de modification d'emploi permanent suite aux avancements de grade. Vous pouvez lire donc autant dans les services libellés de l'emploi, le grade d'origine, fermeture du poste, et le grade d'avancement, ouverture de poste. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5 temps complets et 1, 2, 3, 2 de 30, 35e et 1, 28, 35e. Troisièmement, le tableau récapitulatif des modifications d'emploi permanent suite à une promotion interne. CTM, espace vert, chef d'équipe, adjoint technique principal, première classe, donc son nouveau grade, agent de maîtrise, temps de travail, temps complet. Et enfin, le tableau récapitulatif des fermetures de poste. Au CTM, agent d'entretien des équipements sportifs, une personne donc, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Et au CTM, également, un agent qui a fait valoir ses droits à la retraite. En cas de recrutement infructueux des fonctionnaires, les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l'article.
Le traitement sera calculé par référence à l'indice brut et majoré défini en fonction du grade indiqué précédemment. Donc, il est proposé à l'Assemblée d'adopter la proposition de Madame le maire, de modifier comme défini précédemment le tableau des emplois, d'inscrire au budget les crédits correspondants. Les emplois créés pourront être occupés par les agents contractuels recrutés à durée déterminée. Et Madame le maire est chargée de recruter les agents affectés à ces postes. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Monsieur Aguerre. Oui, juste une question technique sur dans les passages, dans les avances-en grade. Est-ce que les fiches de poste sont réévaluées au regard de la technicité de l'agent? Ou alors il reste sur les mêmes fonctions qu'il avait dans le grade précédent? Je sais que c'est une question difficile, hein, c'est jamais simple. Non, en principe, il reste sur le... Oui. À chaque fois, vous réévaluez la fiche de poste? Non, il reste il reste sur la fonction qu'ils avaient au précédemment, mais avec un grade plus élevé. Voilà, bon, très bien. Bon, c'est bien aussi d'essayer pour apporter un peu de... C'est vrai qu'il y a des agents qui peuvent rester sur des tâches, disons, subalternes, avec des grades décalés. Ça peut être variable aussi. Ils perdent en expertise, en savoir-faire professionnel, quoi. Ça peut être variable. Je sais, mais c'est toujours difficile, mais bon, dommage. Monsieur Caramusa, vous vouliez poser une question? Oui, c'est par rapport à l'intitulé en fait de la délibération que je vous pose des questions, monsieur. Je vois le tableau récapitulatif des créations d'emplois permanents. Donc en fait, on pourrait penser que ce sont des créations de postes. Or, notamment pour ce qui concerne la police municipale, en fait, d'après les informations que j'ai eues, il y a 2 départs à la retraite, hein, et donc on crée effectivement... Il y a un départ à la retraite. Il y a un départ à la retraite et un agent de la police municipale qui nous quitte, mais ce n'est pas un départ à la retraite, c'est un départ volontaire. D'accord, ok. Donc, mais il y a 2 postes en moins en fait, et on va remplacer ces 2 personnes-là. Donc au final, c'est vrai qu'il n'y a qu'une création de poste, hein, c'est ça. Puisqu'il y en a 3 au total, hein, qui concernent la... Non, l'autre c'est un changement de grade. C'est un changement de grade. Oui. D'accord. Voilà, je voulais juste cette précision. Et c'est vrai que pour la bonne compréhension, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, peut-être voilà, libeller ou différencier ce qui est création et ce qui est remplacement, en fait. Techniquement, c'est comme ça, voilà, c'est des ouvertures. Bon. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, 2 petites informations générales. Une information relative au débat sur les orientations du règlement local de publicité de la commune de Gaillac. Dominique Hennisson. Bon, donc, c'est un sujet que... Ça ne marche pas? Ça marche? Oui, c'est bon. Donc, c'est un sujet que nous avons abordé donc, lors de la dernière commission d'urbanisme, hein, donc le RLP, et ainsi que la modification simplifiée numéro 3. Donc le règlement actuel date de 2001, donc il convenait de le revoir. Donc de plus en plus de dispositifs publicitaires fleurissent un peu partout. De plus en plus, les gens sont sensibles quand même à la qualité de vie, à la beauté des paysages et surtout à l'intégration de ces publicités. Donc il convenait de joindre un peu toutes ces problématiques tout en assurant l'attractivité de la commune. Donc les objectifs poursuivis sont améliorer le cadre de vie et réduire la pollution lumineuse, assurer la qualité visuelle et paysagère des entrées de ville, préserver les cônes de vue repérés dans le PLU et dans le site patrimonial remarquable, anticiper et planifier la réglementation publicitaire, mettre en œuvre les outils favorisant le concept de développement durable, prendre en compte l'évolution des nouvelles technologies, assurer une cohérence entre le nouveau règlement local de publicité et le SCOT et PLU. Donc un diagnostic a été réalisé à l'été 2020. Et donc les orientations sont préserver les lieux remarquables et le centre-ville, harmoniser les dispositifs en fonction des typologies urbaines et fonctionnelles du territoire, améliorer l'image perçue de la commune au travers des entrées de ville et axes structurants, encadrer les publicités numériques,
encadrer l'implantation et la typologie des enseignes, limiter les enseignes s'intégrant mal dans leur environnement par la nature du dispositif. Donc voilà pour le RLP donc, qui est en cours et voilà. Donc nous en sommes à la partie réglementaire. Voilà, des questions? C'est pas une question, je parle beaucoup, je suis désolé. Voilà, on en a parlé hier soir. Je croyais que vous aviez posé la question, que vous aviez posé un conseil d'agglo. Voilà, donc je vous repose la question. C'est quand même un sujet qui intéresse l'ensemble des citoyens, des riverains. Donc est-ce qu'il serait possible de mettre en place un débat avec des citoyens, en associant des citoyens sur ce sujet-là qui concerne tout le monde, puisque là on est sur les orientations. Il n'y a rien de rédigé encore de précis, c'est ce que j'ai compris. On vous a répondu hier soir, je crois, et le règlement, ça marche pas. Mais on vous a répondu hier soir, le règlement, il est à la mairie, tout le monde peut aller le lire et donner des indications. Après, faire un débat citoyen sur le règlement de publicité, non, parce qu'il y a quand même certaines choses à respecter. Voilà. Non, puis c'est très très pointu. Bien et sûr. Franchement, au contraire, il vaut mieux aller au service pendant l'enquête, écrire, nous rencontrer. Mais c'est vraiment un sujet. Parce qu'en fait, c'est continuer le travail qu'on a effectué sur le PLU et le SPR. Et mettre en compatibilité avec le SCOT. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez conséquent. Et c'est vrai que c'est un débat n'apporterait rien en fait. Ça pourrait amender certaines discussions. Oui, mais bon, effectivement, je ne parle pas de la loi. Hein. Bon, effectivement, je ne remets pas en cause la légalité de la chose. C'est simplement aller au-delà en termes de démocratie. La porte est ouverte, ça, il n'y a pas de souci. Voilà, bon. Deuxième information concernant la modification simplifiée numéro 3 du PLU. Donc c'est pareil, c'est juste une information. Donc c'est une modification simplifiée qui porte sur les OAP, donc avec des créations de sous-secteurs pour permettre une meilleure urbanisation. Modification de l'OAP gare pour permettre un alignement de rues, de permettre l'implantation de quelques commerces. Des modifications d'emplacement réservé, numéro 43, numéro 4. Et règlement en zone U4 de réglementer le nombre de places de stationnement pour les résidences seniors, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, il n'y a pas besoin d'autant de places de stationnement, ce qui permet de réduire l'imperméabilisation des sols. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Mais si vous n'avez pas de questions, je vous remercie. Le prochain conseil municipal n'aura lieu qu'au mois de septembre, donc je vous souhaite à toutes et à tous un bel été. Et peut-être rendez-vous à la Guinguette ou ailleurs, dans Gaillac. Merci beaucoup.